Les hommes passent, les institutions restent. Après Joseph Kabila, nous avons Félix Antoine Tshisekedi à ce jour. Il s'est passé un certain 24 janvier 2019 la passation civilisée du pouvoir entre le président sortant Joseph Kabila et le président entrant Félix Antoine Tshisekedi. Alors, il faut retenir que tous les régimes, dans tous les régimes, en République démocratique du Congo, mettent en pole position la question de la défense et la protection des droits de l'homme. Et ici au Congo, nous avons quand même une bouche autorisée qui doit parler de la question des droits de l'homme. C'est la CNDH. Avant de vous révéler notre invité du jour, on ne change pas l'équipe qui gagne du temps. Je suis accompagné par Théo Ngandou de Géopolis, à qui je vais dire bonjour. Bonjour Théo. Bonjour Jean-Paul et bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Web TV. Émission excellente, c'est l'heure. Notre invité, c'est le président national de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, Mwamba Mushikonke Mamous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. 4 ans déjà que vous êtes à la tête de la CNDH. Est-ce que nous pouvons vous coter en termes de bilan? 4 ans déjà, un bilan mitigé, positif, assez bon? Oui, bon, je vais dire ce qu'on a fait d'une façon synthétique et compte tenu du temps. Sinon, s'il faut tout passer en revue, on va faire une émission d'une journée ou de 2 jours. Mais, je commence par notre programme. Donc, nous devons être évalués par rapport au programme de la CNDH. À peine être installé, entrer en fonction le 23 juillet 2015, nous avons commencé par d'abord élaborer notre plan stratégique. Et les plans stratégiques existent pour 5 ans. Et après les plans stratégiques, nous avons préféré renforcer la capacité de tous les commissaires. Pourquoi? Parce que les commissaires de la CNDH viennent de différents groupes ou de différentes composantes de la société civile. Alors, on devrait avoir le même niveau de compréhension de notre mission, donc la promotion et la protection des droits de l'homme. Et il y a eu beaucoup d'activités en termes de renforcement des capacités des membres de la CNDH dans le domaine de la formation. Donc il faut préciser que ce sont les commissaires qui représentent toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Non, nous sommes qu'à 9. Nous étions sélectionnés en rapport des anciennes provinces. Par exemple, moi je représente l'ancienne province de Katanga. Il y a ceux qui représentent le Congo central, il y a ceux qui représentent les grands Équateurs, d'autres les grands Kassai, et puis les grands Kivu, et puis les grands Bandundu, et grandes provinces orientales. Donc voilà comment la sélection a été faite, et c'est conformément à notre loi créant la Commission nationale des droits de l'homme. Alors, on a formé tout le monde et il fallait qu'on recrute le personnel selon notre règlement intérieur. Nous avons formé les personnels et nous les avons recrutés. Parmi ceux-là qui se sont distingués, ils travaillent avec nous. Mais en termes de développement institutionnel, qui était notre point capital, nous avons installé, nous sommes comme CNDH présente dans toutes les provinces. Dans les chefs-lieux, vous trouverez l'équipe de la CNDH, donc le coordonnateur et le coordonnateur adjoint. Maintenant, cette année, on devrait finir avec les villes, mais dans 96 villes, nous sommes dans 32 villes. Dans 145 territoires, nous sommes dans 22 territoires jusque-là, parce que nous, on n'engage pas pour subir aussi la théorie des non-pays. Donc on engage que quand on est sûr qu'on est en mesure de payer nos agents, à ce moment-là, on recrute. Donc là, vous êtes dans le volet difficulté, je crois qu'on va en arriver. Est-ce que le petit peuple, est-ce que la population se retrouve dans ce que vous faites? C'est pour cette raison que je voulais. On ne devrait pas commencer les activités sans d'abord les personnels, sans notre règlement intérieur, sans notre manuel de procédure devant la CNDH. Parce que quand quelqu'un vient porter plainte, il doit connaître comment porter plainte à la CNDH.
Donc tout ce qui concerne la documentation, nous avons toute la documentation prévue pour le bon fonctionnement de la CNDH. Quant à ce qui concerne le personnel, oui, dans les 3 ans, on a installé dans toutes les provinces en termes de chefs-lieux, mais on continue. Alors, maintenant, quant à ce qui concerne les activités, effectivement, on devrait d'abord commencer par ceux-là qui sont supposés être violateurs des droits de l'homme. Donc, qui sont les présumés violateurs des droits de l'homme? Ce sont des services de l'État qui ont en charge les droits d'arrestation, tels que le magistrat. Dans leur chef, on peut supposer violer les droits de l'homme lorsqu'ils ne respectent pas la procédure judiciaire, lorsqu'ils ne respectent pas leurs compétences, lorsqu'ils ne respectent pas les infractions telles qu'énumérées, lorsqu'il faut arrêter quelqu'un pour une infraction, mais on l'arrête pour un fait civil, là il y a violation des droits de l'homme. Les militaires, le policier, il y a aussi des OPJ, et aussi d'autres catégories de gens que nous avons approchés. Il fallait d'abord vulgariser notre mission auprès des présumés violateurs des droits de l'homme. C'est ainsi que nous avons organisé plusieurs formations en approchant les magistrats et les OPJ, que ce soit les OPJ de la police, de l'ANER, de DGN, et aussi les militaires, surtout nos amis de DENIAP, et puis les magistrats militaires. Et après, on a intéressé d'autres catégories de gens, donc les victimes des violations des droits de l'homme. Par victime, c'est beaucoup plus la population civile. Et là, nous avons approché selon les thématiques, donc selon le groupe, selon des catégories. Nous avons organisé des activités en faveur des personnes avec handicap, en faveur des femmes, et puis des membres de la société civile, et puis presque toutes les couches de la population, nous les avons atteints par notre sensibilisation. Mais c'était des couches représentatives, parce qu'on n'a pas tous les moyens pour atteindre tous les 80 millions. Là, c'est tromper l'opinion, s'il faut dire ce terme. Donc, ce sont des échantillons qu'on approchait et puis qu'on vulgarisait nos textes juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme et même nationaux. Et après ça, nous avons mené maintenant les activités de promotion, non, de protection. On a sensibilisé. Maintenant, on devrait voir si ce qu'on donnait comme information, c'était vraiment assimilé par les différentes catégories de population. Et nous avons commencé d'abord par visiter les lieux de détention. Nous avons trouvé qu'il y avait un sérieux problème. Nous avons rencontré beaucoup de cas de violation des droits de l'homme. En termes même de conditions de détention, il y a des problèmes, beaucoup de problèmes qu'on a soulevés et on a publié beaucoup de rapports dans ce sens-là. Il y a aussi certains magistrats, certains OPJ qui qualifient mal des infractions. Par exemple, des faits civils, le problème des dettes, vous trouverez dans certains offices ou dans certains bureaux des OPJ, on qualifie ça d'abus de confiance, soit d'escroquerie, alors qu'il y a une convention entre parties pour la dette et même l'échéance. Mais malgré ça, il y a toujours des problèmes. Nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui étaient arrêtés alors que la crainte, il n'y avait pas crainte de fuite. La fuite n'était pas à craindre et pour des fins bénins, peut-être des jeunes gens arrêtés pour avoir piqué un pain. Et donc pour beaucoup de cas, d'autres arrêtés parce que un grand frère a commis une infraction et l'a fouille et on arrête son jeune frère alors que l'infraction est individuelle. Donc il y a beaucoup de cas qu'on a remarqués dans nos visites des prisons. Et aussi nous avons mené beaucoup d'enquêtes dans le domaine de violation des droits de l'homme. C'est ainsi que vous avez vu que la CNDH a publié beaucoup de rapports
en rapport avec l'observation des manifestations publiques. Quand vous voyez dans notre pays, et surtout dans la ville de Kinshasa, surtout dans des provinces, l'année 2016-2017, voire même 2018, au début c'était des années électorales, alors il y avait beaucoup de manifestations, des revendications, des élections, et ça causait des problèmes en termes de respect des droits de l'homme. Et là, nous avons observé différentes manifestations et on a publié des rapports en rapport avec les violations des droits de l'homme. Il y a eu des cas aussi emblématiques comme la situation de Kamena Ansapou, donc le phénomène Kamena Ansapou. Là aussi, on a mené des enquêtes et nos enquêtes ont fait l'objet de publications des rapports. La même chose pour la situation des Béni. Nous avons dépêché l'équipe de Kinshasa qui a travaillé ensemble avec nos représentants au niveau de la province du Nord Kivu et nous avons publié aussi notre propre rapport en rapport avec la situation du Béni. Et pas plus qu'hier, nous avons aussi publié les rapports sur la situation des Yumbi et aussi sur la situation des droits de l'homme en rapport avec la divagation des éléphants dans la province du Haut-Lomami. Justement, c'est en rapport avec ces publications. Un constat se dégage, c'est que pendant le régime de Joseph Kabila, vous étiez un peu taiseux là, et une fois Tshisekedi au pouvoir, Félix, nous avons constaté que vous avez dénoncé même le membre du gouvernement qui soit impliqué dans ces dossiers. Qu'est-ce qui a changé? Non, il n'y a pas quelque chose qui a changé. La méthode de la CNDH est la même. Et nous sommes restés dans la limite de notre mission. C'est-à-dire, même pendant le régime du président Honoré Kabila, on dénonçait. Ceux qui avaient suivi notre rapport à l'Assemblée nationale, ils ont compris qu'on avait dénoncé tout ce qu'il fallait dénoncer. Et ceux qui venaient dans nos publications, avec les manifestations publiques, il y avait des contradictions entre le gouvernement et la CNDH. Il y a des fois le gouvernement publiait 30 combien morts lors des manifestations, mais la CNDH arrivait même dans des cinquantaines, avec des preuves à l'appui. C'est-à-dire, nous gardons la même ligne de conduite. Nous, on ne voit pas la tête, parce que c'est Kabila, parce que c'est Félix, non. Le premier garant des droits de l'homme, c'est l'institution présidente de la République. Vous voyez. Et toutes les institutions ont ces mandats-là, d'une façon ou d'une autre. Je peux vous donner un exemple, le Parlement. Toutes les deux chambres réunies, ils ont des mandats de protéger les droits de l'homme en produisant des textes de loi qui garantissent la promotion et la protection des droits de l'homme. Si vous voyez le gouvernement, mais c'est celui-là qui va appliquer les textes de loi relatifs aux droits de l'homme. Vraiment que je reviendrai avec une question là-dessus. Même pour les cours et tribunaux, la même chose. Donc il n'y a pas une institution épargnée pour contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Bien que c'était un mandat spécifique pour la CNDH, mais c'est un domaine de collaboration avec les autres institutions. On va en parler, Excellence Mamba Mouchikonke. Le temps pour moi de donner le micro à mon confrère Théo Nganou. Bien, Monsieur le Président Mouchikonke, nous savons très bien, nous avons vu naître la CNDH. Vous avez pris les commandes de la CNDH dans un contexte très difficile, marqué par des manifestations par-ci, par-là. Mais qu'à cela ne tienne, votre institution a dû tenir le coup. Vous avez aujourd'hui 4 ans. Vous l'avez dit, vous avez publié un certain nombre de rapports d'enquête sur le cas des violations des droits de l'homme. Vous avez reçu aussi des plaintes des particuliers, des citoyens congolais, sur les violations de leurs droits. Mais dans chaque rapport, quand on était convié en tant que presse de venir couvrir vos activités, vous formulez un certain nombre de recommandations à l'endroit du Parlement, à l'endroit de l'institution présidente de la République. Quel mécanisme la CNDH a-t-elle mis en place pour faire le suivi de toutes ces recommandations-là? Parce que ça ne doit pas quand même rester lettre morte. Quel mécanisme la CNDH a-t-elle mis en place pour faire le suivi de toutes ces recommandations-là? Parce que ça ne doit pas quand même rester lettre morte. Oui, les mécanismes mis par la CNDH par rapport au suivi des différentes recommandations, nous avons double mécanisme. Le premier, c'est
les suivis personnels de l'institution. Et le deuxième mécanisme, c'est le suivi du Parlement. Parce que nous présentons notre rapport annuel auprès de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a demandé de s'approprier les recommandations de la CNDH pour faire les suivis auprès du gouvernement, voir ce qui n'a pas été fait et ce qui est fait. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'un bon nombre de recommandations a eu gain de cause. On formulait toujours des recommandations en rapport avec la réhabilitation des prisons. Vous avez vu même que ce soit dans le Congo central, que ce soit à Kinshasa, et ces recommandations ont gain de cause, mais nous continuons toujours à pousser les gouvernements en rappelant nos différentes recommandations. Mais il y a beaucoup de choses que le gouvernement a pris en compte. Là, au moins, c'est déjà une bonne chose. Par rapport à l'amélioration du budget, oui, nous avons vu le Parlement augmenter le budget de la CNDH, mais du reste, à ce que les gouvernements prennent en compte les recommandations en rapport avec le décaissement. Ça pose encore un problème. Il y a lenteur et il y a difficulté pour avoir tous nos moyens en fait de mener des activités telles que prévues dans notre loi organique et dans notre règlement intérieur. Et puis aussi, il y a les conseils des droits de l'homme. Fait aussi du suivi. Parce que nos recommandations ne se limitent pas seulement au niveau du Parlement. Comme vous le savez, au niveau international, nous avons les statuts A. C'est une fierté pour la République. Tout à fait. Là où il y avait une seule voix, vous avez vu dernièrement, il y avait la société civile qui était intervenue. Et qu'est-ce que vous avez fait justement en termes de lobbying pour arriver à accéder à ces statuts-là? Le travail. Parce que en comparant le travail produit par la CNDH, RDC et d'autres CNDH, il n'y a pas de comparaison. Parce que nous, dans les 3 ans, nous avons produit plus de vingtaine de rapports. Mais si vous voyez, il y a des institutions qui ont déjà fait 10 ans, 20 ans, qui sont à 2 rapports. Et puis, il y a des rapports qui n'ont pas de substance. Mais chez nous, quand vous lisez nos rapports, vous sentez qu'il y a vraiment du professionnalisme dans l'élaboration et présentation des rapports. Monsieur le Président, la population veut quand même savoir ce que vous faites de toutes les plaintes qu'ils vous déposent. Parce qu'il y a, dernièrement, vous avez fait état de plusieurs centaines de plaintes qu'on vous a déposées sur le cas de violation des droits de l'homme que des particuliers vous déposent. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces plaintes? Ça reste seulement dans vos tiroirs ou bien vous les amenez auprès des institutions judiciaires compétentes? Voilà, notre loi est claire. Ne nous donne aucune possibilité pour garder un rapport dans des tiroirs. Parce que l'article 7 est clair, il y a des institutions désignées dans la loi. Lorsqu'on produit un rapport, il faut les transmettre immédiatement après la publication. Et ces institutions-là répondent et interviennent. Nous avons beaucoup de cas de remerciements, de félicitations de la CNDH pour tel ou tel dossier qui a trouvé gain de cause à partir de recommandations de la CNDH. Et nous collaborons avec les institutions judiciaires, surtout dans les domaines militaires, que ce soit dans les juridictions civiles. Et ils nous donnent vraiment il donne rapport, il donne réponse à nos plaintes et aussi nous-mêmes, nous intervenons aussi. Nous intervenons, c'est ce qui fait que tout le temps nos équipes sont sur le terrain. Nous faisons libérer beaucoup de gens. On est à plus de 2 ou 3 000 des gens libérés par l'effet de la CNDH. Donc, et même quand vous voyez les problèmes de prisonniers politiques. La CNDH a dû jouer aussi quelque part. Jouer, c'est ce que vous verrez des lettres même de Jomi. Oui. Donc voilà de quoi là qui remercie la CNDH pour avoir joué son rôle. Et d'autres, des familles, des Mouyambo, tout ce qui était là. Et alors, donc, ce qui est différent est que la CNDH ne s'exprime pas par tous les moyens. Comme d'autres ONG de droits de l'homme. Voilà, parce que nous ne sommes pas une ONG. Ouais. Là où c'est limite la force, la limite de la force de l'ONG commence, la puissance de la CNDH. Parce que nous sommes
l'interface des institutions de l'État, comme aussi institutions de l'État, et les ONG, nous les encadrons, parce que nous avons des réunions mensuelles avec les ONG, nous les encadrons, et aussi, si les gouvernements n'écoutent pas la CNDH, il y a des instances internationales qui vont faire écouter le gouvernement la voix de la CNDH. Très bien, Monsieur le Président, mais l'actuel chef de l'État, lors de son discours d'investiture, il a placé le combat pour l'instauration de l'État de droit dans notre pays comme son cheval de bataille. Comment la CNDH entend-elle l'accompagner dans cette vision de l'instauration d'un véritable État de droit? Oui, c'est là où les gens ne comprennent pas la CNDH. La CNDH est dans la logique, c'est la voix des sans-voix. Le chef de l'État a beaucoup de canaux de communication, mais nous allons accompagner le chef de l'État dans l'amélioration de la situation du droit de l'homme. Nous sommes là pour voir comment instaurer la culture de respect des droits de l'homme. Ce que les chefs de l'État appellent donc état de droit. Mais il n'y a pas d'état de droit sans le respect des droits de l'homme. Il faut qu'il y ait dans notre pays la culture du respect des droits de l'homme. C'est ça notre combat. Mais on ne peut pas apprécier la CNDH dans les 4 ans. Déjà, croire que la CNDH pouvait tout faire. Il y a des gens qui confondent que la CNDH est là pour défendre le gouvernement. Non, le gouvernement a son porte-parole, qui est souvent le ministre de la communication. Le chef de l'État a son porte-parole aussi. Alors, nous, la CNDH, nous sommes la voix des sans-voix. C'est-à-dire, lorsqu'il y a violation des droits de l'homme, même si c'est au niveau de la présidence, on doit signaler, dire que non, la façon dont la présidence agit dans ce secteur, il y a violation des droits de l'homme. Même si c'est le gouvernement, même si c'est le Parlement. Il n'y a pas longtemps que nous avons dénoncé le Parlement. Mais nous, on ne dénonce pas au style des partis politiques, au style des ONG, parce que les ONG sont des groupes de pression. Mais nous ne sommes pas un groupe de pression, nous sommes une institution de l'État, appelée à contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Justement, à ce niveau, Excellence Mouchikonke, quel type de rapport entretenez-vous avec ces institutions, le Parlement et la présidence et les autres? C'est la collaboration interinstitutionnelle. C'est-à-dire, oui, quand nous produisons les rapports, il y a les recommandations qui concernent les cours et tribunaux, on les transmet ça, on fait les suivis, on montre pourquoi il faut agir pour contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Si ça concerne le gouvernement, on adresse des observations au niveau du gouvernement. Et quand nous aussi, nous travaillons sur le terrain, nous collaborons avec des parquets. Parce que pour faire, nous, on n'a pas le mandat de libérer le détenu. Mais nous avons le mandat de faire libérer le détenu lorsque nous constatons qu'il y a violation continue du droit de l'homme. Et là, nous intervenons pour faire cesser les violations des droits de l'homme. Peut-on dire aujourd'hui qu'il y a une odeur de sainteté entre vous et ces institutions? Est-ce qu'elle vous facilite la tâche de faire votre travail comme il se doit? Je peux vous dire, par exemple, avec les parquets, vraiment, elle nous facilite la tâche. Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement. Nous travaillons. Même si vous dénoncez le membre du gouvernement? Non, le problème qui est là, nous dénonçons les violateurs des droits de l'homme. On ne dénonce pas le gouvernement. On dénonce les animateurs du gouvernement qui violent le droit de l'homme. Parce que le gouvernement, c'est abstrait. C'est je dirais, c'est une institution morale, mais qui est animée par les individus. Si les ministres de la Santé violent le droit à la santé, nous disons, tel ministre a violé le droit à la santé, comme le gouvernement, c'est une institution qui doit répondre pour les faits de ces ministres-là, on interpelle le gouvernement pour corriger les choses. C'est-à-dire, on ne peut pas seulement
Donc quand nous citons le gouvernement, nous précisons quel secteur il y a eu violation des droits de l'homme. Voilà. Alors, si aujourd'hui, il y a les cours et tribunaux, on est en train de documenter sur les invalidations et réinvalidations des choses comme ça. Si la Cour constitutionnelle a violé le droit, nous allons dire clairement que la Cour constitutionnelle a violé le droit de l'homme. Le cas de la Cour constitutionnelle, par exemple, vous travaillez dessus. On peut dire, par exemple, est-ce que la Cour constitutionnelle a le pouvoir de modifier ses propres décisions ou d'annuler ses propres décisions, alors qu'à cette instance-là, on ne reconnaît pas des recours à l'annulation. Jusqu'ici, vous appréciez le travail abattu par la Cour constitutionnelle en cette matière? Non, on ne répond pas comme ça, comme si on était une iceberg. Nous menons des enquêtes. Parce que pour reprocher notre institution, vous devez documenter proprement. Et l'institution trouve que ce que dit la CNDH, c'est le conseil. Parce que nous sommes aussi conseil des autres institutions. Ça veut dire que en matière de droits de l'homme. Ça veut dire que jusqu'ici, vous n'avez pas encore mené vos enquêtes là-dessus? On a mené des enquêtes, mais moi, je ne peux pas livrer les secrets des enquêtes à la presse sans qu'il y ait vote. On attendra. Alors, sans qu'il y ait vote de la plénière. Donc, c'est la plénière qui vote les rapports, et une fois le rapport est adopté, à ce moment-là, j'ai maintenant le droit de les publier ou d'autoriser la publication. Parlons en termes des difficultés que vous rencontrez, vous, la CNDH. À quel niveau vous êtes avec les démarches d'obtention de votre propre bâtiment, votre propre siège? Oui, je vous dis que d'abord, je dois souligner une chose. Parce que nous, comme CNDH, nous sommes appelés à dire oui, là il faut dire oui. Non, là il faut dire non. Mais aussi encourager là où il y a des bonnes pratiques. Je vous dis qu'aujourd'hui, le président de la République a payé toutes les dettes qu'avait la CNDH sur le plan international. Le président Félix Tshisekedi. Oui. Et aujourd'hui, nous avons le droit à la parole sur le plan international. Je vous dis par exemple, il y a eu la rencontre du comité des droits de la femme. Il y a d'autres INDH qui avaient des dettes auprès des galeries. Ils ne sont pas passés. C'est la CNDH, c'est le RDC qui était en règle, qui est passé à Genève. Et à la satisfaction de notre plateforme des institutions mondiales. Donc ça, c'est au chef de l'État. Ça, c'est vraiment une pratique que nous encourageons et qui nous met dans la position de dire que le chef de l'État a bien joué sa carte pour que l'institution des droits de l'homme fasse son travail sur le plan international. Deuxième élément, nous avons des problèmes de bâtiments. Parce que ce bâtiment n'est pas coté sur le plan international. D'ailleurs, d'ici la fin de l'année, si on ne quitte pas ce bâtiment, nous aurons des sanctions sur le plan international. Les sanctions, c'est-à-dire, il y a risque de ridiculiser la République démocratique du Congo en les collant les statuts B. Bon, les statuts B, il n'y a que des statuts sur le plan international. Soit vous avez statut A pour être qualifié d'institution excellente. Et c'est quoi les statuts B? Et si vous avez les statuts B, c'est-à-dire que vous êtes une institution médiocre. Et ces statuts-là, on les colle au pays. On ne les colle pas à Mouchikong. Donc, même si le président passe, il dit nous allons faire l'état des droits, etc. Mais lorsque son institution nationale des droits de l'homme ramasse les statuts B, c'est fini. Ça ne sera plus la vision, ça sera les slogans. Parce que vous ne pouvez pas établir, vous ne pouvez pas instaurer un état de droit avec une institution nationale des droits de l'homme qui est qualifiée sur le plan mondial des médiocres. Si aujourd'hui tout le monde écoute le président de la République, qu'il est dans la voie de l'instauration de la culture de droits de l'homme en RDC, c'est parce que son institution, CNDH, pèse sur le plan international. Parce que nous avons les statuts A et on pèse. Maintenant, les conditions. Il faut demander au ministre en charge des droits humains comment il a appelé.
la même recommandation revient. Les bâtiments de la CNDH, l'amélioration du budget de la CNDH, les recrutements du personnel de la CNDH dans des villes et dans des territoires. Donc ce sont des mêmes recommandations qui reviennent sur le plan international. Donc sur ce point-là, la RDC est mal cotée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore doté la CNDH son propre bâtiment. Mais heureusement, de la même manière, le président de la République a liquidé tout ce qu'il y avait comme dette. Nous avons reçu, il n'y a pas 2 jours, la lettre du ministre en charge des ITPR octroyant le bâtiment à la CNDH. Mais il faut attendre quelques semaines que le ministre qui est là puisse déménager, parce qu'à côté de Royal, on lui avait octroyé un niveau. Et aussi en face du bâtiment du ministère de l'Agriculture, il y a un bâtiment qu'on est en train de construire pour qu'on loge le ministre de l'Agriculture. Alors nous allons occuper ces bâtiments-là. C'est une demande depuis 2016. Qui est exaucée aujourd'hui. Qui est exaucée aujourd'hui. Mais celui qui avait doigté ces bâtiments, c'est le président de la République, Joseph Kabila, qui avait dit que pour dire que la RDC est un pays de droits de l'homme, il faut que l'institution soit logée dans un bâtiment là où c'est visible. La population, quand elle passe dans le boulevard, sur le boulevard du 30 juin, il voit des écriteaux, Commission nationale des droits de l'homme. Tout visiteur qui arriverait, quand il voit déjà l'institution bien installée, il peut croire. Et il avait même donné un exemple. Pour peser ou pour tester la valeur d'un pays, il faut voir comment ces pays logent l'institution des cours et tribunaux, donc l'appareil judiciaire, comment cette institution loge l'institution des droits de l'homme. D'accord. On sera obligé de vous abattre quand même en plein vol. Parlons perspective avec Théodore pour terminer cette émission. Théodore. Merci bien, Monsieur le Président. Vous avez dit que le risque est là devant vous. Si vous n'accédez pas à votre propre bâtiment, l'institution risque d'être décalée vers le statut B. Et parlons un termes de perspective d'avenir. La population va-t-elle continuer à faire confiance à votre institution? Quelles sont les perspectives d'avenir? Oui, l'institution qui connaît le fonctionnement de la CNDH fait confiance à la CNDH. Parce que c'est la population qui est bénéficiaire des actions de la CNDH. Quand nous descendons sur le terrain, même en province, lorsqu'on fait libérer les détenus arbitrairement, on les fait libérer. Lorsqu'on fait libérer des détenus pour des faits bénins, la population a confiance. Donc la population a confiance. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, nous sommes en train de rapprocher la CNDH auprès de la population. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on installe la CNDH à tous les niveaux. Donc, rapprocher la CNDH auprès de la population. On ne peut pas apprécier le travail de la CNDH en restant seulement à Kinshasa. Parce que je vois quand je descends en province, les actions qu'on mène, là où la CNDH n'est pas installée, c'est tout le monde qui revendique l'installation de la CNDH dans les territoires, dans des villes, et pourquoi pas même dans des chefferies. Alors c'est ça. Donc c'est là où on a ta perspective d'avenir, c'est que le budget de la CNDH doit être un budget consistant pour qu'on recrute le personnel de la CNDH. Et aussi, il faut que le fonds destiné aux activités de la CNDH soit débloqué à temps. Parce que nous fonctionnons sur la procédure d'urgence. Alors, lorsque on introduit un dossier au budget et que ce dossier-là va faire 3 mois, 4 mois, à ce moment-là, on bloque la CNDH. C'est pour cette raison que nous insistons, surtout au niveau maintenant du gouvernement. Parce que le Parlement a répondu aux exigences du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
le gouvernement, le Parlement a répondu aux exigences de la CNDH. Mais les gouvernements, les ministères du budget et les ministères des Finances doivent jouer un rôle important pour que la CNDH mène ses activités en toute quiétude. Monsieur le Président, cette émission s'appelle Excellence. Elle est terminée. Vous l'appréciez? Vous avez aimé? Oui, nous avons aimé en termes de synthèse, parce qu'on n'a pas tout dit, et que celui qui ne peut pas pénétrer l'idée ou l'intelligence du président... Sûrement, on a constaté que vous avez été prolixe. Pour dire que non, on n'a pas tout dit. Bon, c'est ça la magie de la télé, chaque chose a son temps. Vous aimeriez que vous soyez notre prochain invité, si vous êtes invité prochainement? Non, la CNDH a beaucoup à dire, parce que, comme vous le savez, la CNDH, dans peu de temps, est mieux cotée sur le plan. On en abordera dans des émissions spécialisées. Maintenant, la population commence à adhérer à la philosophie de la CNDH. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ok, merci. Merci à l'équipe qui m'a tenu compagnie. Merci à toute la régie qui est chapeautée par notre DG, le nouveau DG, qui s'appelle Papi Mandeke, coiffé par Gabriel Chabani Record. Merci beaucoup, Président, pour nous avoir accordé cet espace. Nous vous remercions à vous, téléspectateurs, qui nous avez donné confiance et qui nous appréciez. Merci. À la prochaine.